Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, très géopolitique aujourd'hui, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 30 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance en cette ultime séance du troisième trimestre, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera vers un embrasement du Proche-Orient. Scénario auquel je ne crois guère, mais que je n'exclus pas non plus. Je vais vous expliquer. Mais avant d'ouvrir la page géopolitique, allez, faisons tout de suite un petit bilan du trimestre, bilan boursier. Et pour constater que la bourse de Paris rate la dernière marche avec une rechute de moins 1,8%, qui ramène d'abord le score à zéro sur le mois de septembre qui s'achève aujourd'hui. Et on conservera environ 2% de gains sur le trimestre. Tiens, une hausse finalement comparable à celle du Nasdaq, qui gagne quand même 3% au mois de septembre, comparable à l'Eurostoxx 50. Le DAX est un petit peu devant, il gagne plus de 3%. Et puis le grand champion de la hausse pour ce trimestre, c'est le S&P 500 qui lui gagne 5%. Ah, là, c'est du costaud. Manifestement, il y a un peu de rotation sectorielle au détriment des valeurs technologiques dont les valorisations deviennent stratosphériques. Alors on a vu des investisseurs revenir un petit peu sur l'immobilier, sur les valeurs bancaires, à un moment les valeurs automobiles, mais tout s'est détraqué, et se détraque d'ailleurs depuis quelques semaines. Et aujourd'hui à Paris, si le CAC 40 perd 1,8%, c'est en grande partie à cause de la chute de Stellantis, son profit warning pour ses difficultés aux États-Unis, mais également en Chine, titre qui perd 15%. Probablement une des plus fortes pertes de l'histoire, en tout cas depuis, je crois, 2010, où ça n'allait pas fort non plus, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas Stellantis. Donc, trimestre positif pour les indices boursiers, prolifique pour le S&P 500, et relativement neutre sur le front obligataire, où les gains sont assez symboliques, alors que pourtant la Fed a entamé son cycle de baisse de taux. Précisons qu'aujourd'hui encore, le 10 ans français affiche le même rendement que le 10 ans espagnol, et que le 5 ans grec est toujours moins cher que le 5 ans français. Et l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund se creuse à 80 points. Donc là encore une indication pas très très favorable pour la dette française. Bien, maintenant, abordons le volet géopolitique, puisque le vendredi 27, on ne le savait pas encore, mais lors des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, vendredi matin, le chef, le leader suprême du Hezbollah a été tué. Alors non pas pulvérisé par les bombes, non. Ce sont 6 immeubles qui ont été pulvérisés par les bombes avec tous leurs habitants. Lui, il est mort en fait asphyxié à 30 mètres sous terre, sous les décombres. Il n'était pas tout seul d'ailleurs, puisqu'il y avait également d'autres cadres importants du mouvement. Alors, évidemment, Israël se réjouit, la plupart des démocraties saluent également l'élimination d'un personnage qui est à peu près tout ce que peut détester un démocrate, ou quelqu'un qui pratique sa religion de façon modérée. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Parce que M. Nasrallah est effectivement un personnage clé au Liban, clé d'un jeu beaucoup plus large qui implique l'Iran, l'Arabie, les États-Unis, la Chine. Pourquoi Tout simplement parce que effectivement le Hezbollah était une sorte de menace permanente sur Israël. Mais il se trouve que en cherchant bien sur Internet, en écoutant des chaînes étrangères, on découvre qu'en fait, il y a un nouveau président en Iran, et que depuis quelques semaines, il y a des négociations entre les États-Unis, l'Iran, Israël.
en vue peut-être d'une normalisation des relations entre Téhéran, Tel Aviv, Washington, de même qu'il y a un an, les relations se normalisaient avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, ce qui semblait quand même une hypothèse assez improbable. Bon, là, c'était la diplomatie chinoise qui s'était employée, et avec une certaine réussite. Donc, s'il y avait bien, effectivement, des négociations en vue d'une normalisation des relations dans la région, ça signifie que M. Nasrallah avait été probablement averti qu'Israël, les États-Unis et l'Iran tentaient éventuellement de s'entendre, et que du coup il fallait peut-être que le Hezbollah lève un petit peu le pied en termes de harcèlement d'Israël, et notamment du nord d'Israël. Alors, est-ce que M. Nasrallah aurait refusé? Le pouvait-il d'ailleurs? Mais ce qui nous interpelle, c'est que s'il était bien au fait de ces négociations qu'on devait certainement contenir également un volet qui garantissait sa sécurité physique s'il acceptait effectivement de cesser les hostilités. Et il semblerait, d'après les rumeurs, qu'Israël avait un petit peu donné sa parole. Or, vendredi, alors que M. Netanyahou était à l'ONU, c'est de là qu'il aurait ordonné les frappes, justement, sur M. Nasrallah, et puis ensuite sur d'autres cibles sur toute la région de Beyrouth, causant des pertes civiles énormes. Si il apparaît que la parole des Occidentaux n'est pas fiable aux yeux des Iraniens, on ne sait pas trop maintenant vers quelle issue on pourrait s'engager. Et là aussi, ça serait une rude leçon pour d'autres pays qui voudraient négocier de meilleures relations avec les États-Unis ou Israël. Donc, on se réjouit peut-être, effectivement, de façon un petit peu primaire, de l'élimination de quelqu'un qui était qualifié de terroriste, mais il faisait bien partie du jeu politique au Proche-Orient, et désormais, qui va le remplacer et pour mener quel genre de politique? Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas de vraie réaction du côté des matières premières, et notamment du pétrole. Mais la situation est certainement beaucoup plus complexe qu'on ne nous la présente. Et on comprend également au travers des déclarations du ministre des Affaires étrangères jordanien que les offres de paix de plusieurs pays arabes faites à Israël sont systématiquement rejetées, d'où la crainte de l'embrasement de la région. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.